burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce samedi 9 mai 2020, dont voici les principales articulations. Le parti au pouvoir se préparerait-il à frauder les prochaines élections? Dans cette édition, la RPA vous fera découvrir les différentes fraudes orchestrées par ce parti dans diverses provinces. C'est un ouf de soulagement pour les habitants d'Ogatumba victimes des récentes inondations. Même s'ils dorment toujours à la belle étoile, ils ont quand même bénéficié d'une aide en vivres ce vendredi. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce magazine sera consacrée à la rubrique Au cœur de la société, qui se focalisera aujourd'hui sur l'affrontement verbal et physique entre les partis CNDD, FDD et CNL en pleine campagne électorale. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page sécuritaire où un membre du parti CNDD-FDD de la colline Voumé, commune Kinyinya de la province Ruigi, a été assassiné par un policier l'après-midi de ce vendredi. Selon nos sources, la victime, qui se trouve être un Imbonirakouré, est morte après avoir été tirée dessus par cet agent de l'ordre à qui ce jeune du parti de l'Aigle essayait d'arracher son fusil. Pour le moment, le policier en question est détenu au poste de police de Kinyinya, où il a été immédiatement conduit après avoir été auditionné par un officier de la police judiciaire sur ce meurtre de cette Imbonirakouré. Et en page réfugiés, l'on parle de perturbation de la sécurité l'après-midi de ce vendredi au camp des réfugiés d'Omutendeli, situé en République unie de Tanzanie. À l'origine, la spoliation des marchandises de ces réfugiés par la police tanzanienne, qui avait pourtant pour mission de fermer un des marchés de la place, un fait qui a révolté les Burundais réfugiés en Tanzanie, qui ont exigé la restitution immédiate de tous leurs biens avant de laisser passer ces agents de l'ordre. Les détails avec Vicky Chris Nineritz. Ça, c'est l'ambiance qui régnait ce vendredi au camp des réfugiés d'Omutendeli. Il est à peu près 15 heures et les réfugiés burundais faisaient leurs courses au marché situé dans la zone 3. Soudain, des policiers vinrent pour exiger la fermeture du marché, arguant qu'ils n'ont pas respecté la distanciation sociale comme recommandé par l'OMS dans le but de se prévenir contre la pandémie coronavirus. Mais, révèle notre source, au lieu de procéder à la fermeture du marché, ils ont plutôt commencé à piller toutes les marchandises, ce qui a ainsi porté ces réfugiés. Ils ont surtout visé les commerçants de limonade et de pagne. Ils ont alors embarqué tous ces articles à bord de leur véhicule. Le marché a des responsables, mais ils sont venus à leur insu. Même les responsables du camp n'étaient pas au courant de cette descente. C'est vraiment du n'importe quoi. Selon les mêmes sources, les réfugiés sont restés fermes et les policiers ont tiré des balles réelles pour les en dissuader, les exaspérer davantage. Une partie des policiers a refusé de participer à cette spoliation. Puis, ils ont demandé un renfort auprès des militaires situés derrière le camp, plus précisément dans la localité de Kakonko. Ces militaires ont eux aussi ouvert le feu. Nos sources au camp de Mutenderi révèlent que les responsables du camp ainsi que les agents du HCR ont par après tenu une réunion en urgence pour voir comment trouver solution à ce problème. La rédaction de la RPA a contacté à propos Martin Otieno, responsable de la police à Kigoma, mais ce dernier s'est gardé de tout commentaire.
Ce reportage est signé Clovis Nyonzima et non Vicky Chris Nineletse. En page justice, nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 201 jours de détention. Christine Kamikazi, Agnès Ndilubusa, Terence Mozenzi et Gide Harelimana ont été appréhendés alors qu'ils se rendaient en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés à une peine de 2 ans et 6 mois de prison et à une amende d'1 million chacun pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ce mercredi, nos confrères journalistes ont comparu devant les juges de la cour d'appel de Nahangwa et l'affaire a été prise en délibéré et le jugement sera rendu dans 3 jours. Une courte pause et on continue avec ce magazine. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Au 12e jour de la campagne électorale pour les élections de mai 2020, différents candidats pour le fauteuil présidentiel ont battu campagne dans différentes localités. Parmi les secteurs clés qu'ils ont mis en avant figurent celui du développement et celui de la justice. Éloge Divin Remecha pour plus de détails. Le candidat du parti CNL aux futures élections présidentielles, Agathon Rwasa, a battu campagne en province de Rumonge. Dans son discours, il a évoqué des questions économiques, surtout la restructuration du mode de fonctionnement de l'Office burundais des recettes. L'OBR doit exister. C'est un organe de l'État qui dépend de ce dernier. Pour le gouvernement, il doit regarder si les impôts demandés à la population ne sont pas exorbitants. Si je ne me trompe pas, cet organe a débuté ses activités en 2010. Supposons que tu es un commerçant qui a lancé son commerce en 1980 et l'OBR vient avec ses agents qui ont l'intention de voler et on te dit qu'on va calculer des arriérés des impôts. Le problème ne se situe pas à l'OBR, mais plutôt à ceux qui décident. Quant aux coopératives communautaires, Agathon Rwasa soutient ces dernières, mais veut le rôle de la population dans la planification des programmes de développement de ces coopératives, le gouvernement ayant le rôle de les accompagner. Évariste Ndayishimiye, candidat du parti CNDD-FDD, a fait sa campagne sur la colline Wutwe, commune Matana en province de Bururi. Il a indiqué que la justice ne fonctionne pas correctement au Burundi. Évariste Ndayishimiye signale qu'il va faire des réformes dans ce secteur. rudaca kubera barenganywa ugasanga aragurishije inka yiwe. Les gens sont dans des procès infinis à cause de l'injustice. Ils peuvent vendre leurs biens juste pour la recherche de la justice. Pourquoi le tribunal de résidence ne rend pas correctement justice? C'est pourquoi nous allons nous lever pour cette question des juges injustes, alors que ces juges travaillent pour la population. Le candidat du parti CNDD-FDD a révélé la nécessité d'une bonne gouvernance pour se développer et qui exige de bons dirigeants. Au 12e jour de campagne électorale, d'autres candidats ont aussi battu campagne. Léonce Ngendakumana, candidat du parti Sawanya Frodebu, a fait sa campagne en commune Gihanga de la province Bubanza. Le candidat indépendant Francis Rohero était au terrain de la commune Kirundo en province de Kirundo. Merci à toi, Éloge Divin Remecha. Et à propos justement de cette campagne présidentielle, le parti CNDD-FDD se préparerait à truquer le comptage des voix pour le scrutin à travers la confection des listes des membres des bureaux de vote. La RPA revient aujourd'hui sur la manière dont ces listes ont été constituées dans différents coins du pays. Le reportage est signé Emmanuel Nyongeko. Dans les 6 communes qui comptent la province de Chibitoke, les membres des bureaux de vote sont presque tous issus du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. En commune Rugombo, sur plus de 800 membres des bureaux de vote, le parti CNL n'a aucun membre et le parti Iprona n'en a que 36. Les informations fournies par certains membres de la commission communale électorale indépendante en commune Rugombo indiquent que la confection de ces listes a été faite par le prénommé Jésus-Marie, responsable du parti CNDD-FDD dans cette commune, en collaboration avec l'administrateur communal Béatrice Kaderi. Ici,
une source de la RPA parmi les membres de ceci dans les communes de la province du Bitoke fait savoir que le président de la commission provinciale électorale indépendante reçoit des directives qui viennent directement du bureau du parti au niveau provincial avant de les transmettre à son tour au président de ceci. Révoltés, certains membres de ceci ont refusé de signer sur les listes des membres du bureau de vote, arrogant qu'ils n'ont pas été confectionnés dans la transparence. À Kayanza, le scénario est le même. Dans cette province, les membres de ceci ont été choisis parmi les imbonerakure du parti présidentiel. Pire encore, le bureau de vote de la localité de Remera, situé en commune Muruta, est présidé par le conseiller communal en la personne de Protein Darugendamwo. Quant aux autres bureaux de vote de cette commune Muruta, ils sont présidés par des cadres de ce parti de règle comme Gérard Ndaïsenga, directeur du lycée communal Guigura, Melchior Minani, secrétaire du même lycée, ainsi qu'Erin Habatunzi, directeur de l'école fondamentale Munanira, pour ne citer que cela. La commune Matana de la province Bururi n'a pas non plus échappé à cette fraude, selon certains membres des bureaux de vote qui se sont entretenus avec la RPA, mais qui ont voulu garder l'anonymat pour question de leur sécurité, nous ont confirmé n'être que des figurants. Il révèle également que les listes des candidats à ces postes de bureau de vote ont systématiquement disparu. Toutes les listes des membres des bureaux de vote que compte cette commune ont été confectionnées par le responsable du parti CNDD-FDD en commune Matana, à la personne d'Emmanuel Sabou Kiza, également économe au lycée Rubanga. Tous, selon les mêmes sources, sont membres du parti CNDD-FDD. Les responsables des autres partis politiques d'opposition contactés par la RPA confirment ces faits. À ce propos, après plusieurs tentatives, nous n'avons pas pu joindre le porte-parole de la CENI, Philippe Nzobonariba, ni le président de la dite commission, Pierre Claver Kazis. Emmanuel Niyungeko de la politique. Passons à la page société de ce magazine pour parler distribution ce vendredi des dons vivres à la population de la zone Gatumba victime d'inondations. Cependant, la question relative à l'abri reste un grand défi pour cette population. Le point avec Vicky Chris Ninelet. Selon les sinistrés de la zone Gatumba, l'aide distribuée hier était donnée par l'OIM. Chaque famille a reçu 50 kg de riz, 35 kg de haricots, 5 litres d'huile, 2 kg de sel et un carton de savon. Les premiers bénéficiaires sont des sinistrés des inondations survenues avant le 1er mai. Pour le reste, on est en train de procéder au recensement avec une promesse des aides qui pourront suivre par après. 3 sites hébergent les sinistrés des inondations de Gatumba. Il s'agit de Kigaramango, Kinyinya 2 et le site situé dans le village d'Opé en zone Maramvia. Hormis ceux du village d'Opé de Maramvia, les autres sont installés dans des tentes très exiguës que toute une famille a du mal à s'installer. Nombreuses de ces familles sinistrées ont refusé la proposition des administratifs qui voulaient qu'ils aillent s'installer dans le village d'Opé de Maramvia. Certaines familles disent avoir rejeté cette offre tout simplement parce qu'on leur avait dit qu'il ne faudra pas qu'ils s'attendent aux assistances étant donné que les donateurs un peu partout au monde sont occupés par le coronavirus. Les inondations survenues en date du 19 avril occasionnent un mouvement de population de plus de 27 942 personnes selon le rapport de l'Office de coordination des aides OCHA. 2 semaines après, selon le même rapport, 2000 ménages nouvellement déplacés sont arrivés sur la grande route de Gatumba dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Aujourd'hui, les ménages touchés sont autour de 10 000. 11 sur 14 écoles ont suspendu les cours. Les écoles sont inondées et les bâtiments risquent de s'écrouler. Vicky Chris Ninelit, et en page gouvernance, l'on parle de grogne des propriétaires de voitures qui s'insurgent contre les contraventions qui leur sont livrées par la police de roulage, faute de certificat de contrôle technique. C'est au moment où il s'observe des retards dans l'octroi de ce document, un retard pourtant non justifié par le service habilité de l'Outraco. Le point avec Marie-Ange Ilakots. Ces derniers jours, dégoter un certificat de contrôle technique relève du parcours de combattants. Selon certains conducteurs qui se sont entretenus avec la RPA, cette lenteur leur fait perdre énormément de temps. Une fois sur place, on nous dit de revenir dans une semaine après avoir reçu un SMS irrelatif. Mais quand on y retourne une semaine après, on nous dit de revenir après la pause, donc à 14h. Et on finit par rentrer encore une fois, bredouille. Ça perturbe énormément nos activités. À part que cela les déstabilise et nuit à leur travail, ces conducteurs font également savoir que cette situation leur coûte énormément d'argent, argent dépensé dans le paiement des contraventions leur données par les agents de roulage.
vu que le document leur octroyé par l'OTRACO, en attendant que les certificats de contrôle technique soient disponibles, n'est valable que pour une semaine seulement. On nous donne un récit qui a une validité de 7 jours. Une fois expiré et qu'on retourne à l'OTRACO, on nous demande de patienter encore. Mais la police, elle, continue à nous donner des contraventions en nous accusant d'être négligents. Au fait, ils nous induisent en erreur et c'est nous qui en payons le prix. Il faut qu'ils se penchent sérieusement sur cette question. Désespérés, ces conducteurs demandent au ministère ayant le transport dans ses attributions de vider cette question dans les meilleurs délais pour leur éviter de continuer à perdre du temps et de l'argent alors qu'ils sont en ordre. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Albert Manilatunga, directeur général de l'OTRACO, de même qu'ingénieur Jean Bosco Nunzwenimana, ministre des Transports, mais leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. La politisation du travail de la société civile et la culture de l'impunité constituent de grands obstacles à la réalisation du droit de tout citoyen à participer dans la gestion de son pays. Déclaration de Gabriel Ruffieri, président de l'OLICOM, dans un 7e message lancé dans le cadre de la campagne sur la légitimité du travail des défenseurs des droits de l'homme, une campagne initiée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Suivez plutôt Gabriel Ruffieri, il est président de l'OLICOM. La Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs en son article 8 dit ceci. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de participer effectivement sur une base non discriminatoire au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de soumettre aux organes et institutions de l'État, ainsi qu'aux organismes s'occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l'amélioration de leur fonctionnement et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d'entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Fin de citation. La disposition de cet article consacre le rôle et l'action de tout citoyen responsable dans un état de droit. En effet, au-delà du droit d'élire des représentants aux différents échelons et institutions de la République, il est également du droit de tout citoyen et même de son devoir d'exiger des comptes aux gestionnaires de la chose publique. L'article 51 de la Constitution burundaise garantit aussi ce droit. En vertu de ces garanties, les organisations de la société civile burundaise ont activement participé à la gouvernance du pays depuis la période de transition. Le rapport des défenseurs a toujours été déterminant, mais en retour a valu des menaces et une persécution des délégués de la société civile. Les grands obstacles à la réalisation de ce droit de participation sont notamment la résistance au changement des délégués du gouvernement, la politisation du travail de la société civile et la culture de l'impunité. Nous recommandons au gouvernement du Burundi de se conformer aux prescrits de l'article 8 de la Déclaration des Nations Unies sur la défense des droits humains et de promouvoir l'indépendance et la performance de la société civile au Burundi. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce samedi 9 mai 2020. Nous nous excusons car le mini-magazine au cœur de la société n'a pas pu être disponible à temps. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations, sans oublier Fabrice Ndimurukundo qui a assuré la mise en onde et Steve Niungeko qui était à la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec José Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.